Comme il est bon de retrouver les siens après une longue période d'absence, alors, chères téléspectatrices et téléspectateurs de E47 et amis au bout des ondes de la 102.7 FM Radio KNTB, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission KNTB 7 sur 7. J'ai avec moi sur ce plateau ce soir un acteur de la société civile, je veux bien nommer André Afanou du CACIT. Monsieur Afanou, bonsoir. Bonsoir Daniel. Le plaisir est pour moi de vous avoir sur ce plateau ce soir. Non, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de partager un peu avec vous mon opinion et celle peut-être de mes collègues du CACIT sur l'actualité et puis de parler à nos compatriotes. Merci. Je viens de vous coller certaines étiquettes. Est-ce que vous les approuvez? Et dites-nous qui est André Afanou. Vous êtes également communicateur, je crois. Alors déjà, je voudrais préciser que moi, j'aime bien me faire appeler sur André Kani Afanou. Simplement parce que je pense que le président Yadema avait raison quand il disait que les prénoms authentiques servent à identifier, à donner une identité à la personne. Moi, je viens de la préfecture des Lacs où les Kani sont les deuxièmes fils de leur maman. Donc, merci de m'appeler André Kani Afanou. Donc, André Kani Afanou. Voilà, j'ai juste très brièvement la chance d'avoir eu une formation de juriste. J'ai fait le droit privé à l'université. Après, j'ai fait un bac plus 5 en droit et politique de l'environnement. Depuis 10 ans, je suis actif en tant qu'acteur de la société civile. Je travaille spécialement dans le domaine des droits de l'homme. Avant ça, j'ai eu le privilège aussi de travailler comme journaliste de 2001 à 2004-2005. Et aujourd'hui, à part mes activités au sein de la société civile togolaise, j'ai aussi la chance de travailler comme coordinateur Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, du Centre pour les droits civils et politiques qui est basé à Genève et dont la mission principale consiste à accompagner les États, la société civile dans l'évaluation de la mise en œuvre du pacte pour les droits civils et politiques. Dans les jours à venir, par exemple, j'ai travaillé avec la société civile béninoise et je dois normalement les amener à Genève parce que le gouvernement béninois doit présenter son rapport. Donc mon travail consiste à accompagner la société civile pour que lorsqu'un gouvernement présente un rapport, qu'il y ait un point de vue alternatif qui soit présenté aux Nations Unies. Donc c'est un peu le travail que je fais depuis bientôt 3 ans, en plus de ce que j'ai la chance de faire au niveau national. Nous aimerions bien connaître l'enfance de M. André Kani Afanou. Ça s'est passé où? C'est l'une des premières fois où ce genre de question m'est posée. Je vais essayer très brièvement de dire que j'ai eu à grandir essentiellement à Kpémé, dans la zone minière où, en notre temps, c'était l'Office togolais des phosphates. Oui. Après, avant, c'était CTMB. Après, aujourd'hui, je crois que c'est la SNPT. Je dois d'ailleurs dire que pour l'activiste que je suis devenu, quelqu'un qui a vécu à Kpémé jusqu'en classe de 3e et qui constate aujourd'hui que l'OTP n'a pas contribué véritablement au développement de la communauté, mais au contraire, a fait dégrader l'image, en tout cas extérieure, qu'on a de cette localité-là. Donc l'activiste se sent interpellé. Après, j'ai eu, comme je l'ai dit, à grandir dans le cadre d'une famille polygame et je rends grâce à mon papa parce que je pense que l'une des meilleures choses que mon papa m'a faites, c'est de m'avoir encouragé à aller à l'école. Je ne suis pas issu d'une famille particulièrement riche, mais je pense que quand vous allez à l'école, ça vous donne, comme on dit, une présomption de connaissance. Oui. De sorte que quels que soient les milieux où vous êtes appelés, on est certain que les points de vue que vous avez à donner sont des points de vue qui peuvent tenir la route. À partir de ce moment, vous avez le minimum de diplôme. Un de mes professeurs à l'université disait qu'après la vie de l'école, il y a l'école de la vie. Je dois dire aussi que dans cette école de la vie-là, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. J'ai eu à avoir un certain nombre de réussites, mais aussi un certain nombre d'activités, d'initiatives que j'ai prises qui n'ont pas réussi. Je suis profondément croyant parce que j'estime qu'en réalité, comme la Bible dit, lorsque nous étions dans le ventre de notre maman, Dieu avait un plan pour nous. Je ne crois pas au hasard. J'estime que Dieu savait par exemple qu'un jour comme celui-là arriverait où à travers vous, Daniel et la KNTB, je m'adresserai à mes compatriotes. Et donc à partir de ce moment, ce que je peux souhaiter, c'est que la grâce de Dieu continue par être avec chacun et que ce pays qui est le nôtre, moi j'aime bien ce pays. J'ai eu la chance de visiter plusieurs pays en Afrique, en Europe, aux États-Unis, à Haïti. Et j'ai toujours pris plaisir à revenir ici. Parce que c'est ici que ma destinée doit se révéler. C'est ici que le plan de Dieu selon lequel je suis une solution pour ma communauté, c'est ici que cela va se dérouler.
Et donc ma prière, c'est que quelles que soient les difficultés que nous traversons en tant que Togo et en tant que Togolais, que Dieu nous montre la voie pour qu'au final, comme le peuple d'Israël, nous puissions nous aussi trouver le chemin du salut. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire. Une chose que j'admire chez vous, c'est votre éloquence et cette manière d'être à l'aise dans les débats. Comment avez-vous acquis cela? Bon, on ne peut pas parler de soi-même, donc je peux dire que j'ai eu des chances dans ma vie. Comme je disais, en tant que chrétien, je crois que par rapport au rôle auquel Dieu me prédestine dans la société togolaise, il y a un certain nombre d'aptitudes forcément qu'il doit me donner. Vous savez, dans la Bible, par exemple, Dieu a envoyé Moïse. Et Moïse disait qu'il n'avait pas les aptitudes nécessaires pour aller parler au peuple. Dieu lui a dit, va. Il y a beaucoup d'autres exemples. Hein. Donc, disons que j'ai eu la chance, quand j'étais au lycée, de faire la série A. Donc, il y a une série littéraire. Après, pour ne rien arranger, j'ai fait le droit à l'université. Pour ne rien arranger, quand j'ai terminé, alors que je pensais perdre du temps en réalité, je cherchais du boulot. Moi, j'ai fait le droit des affaires. Donc, ce que j'espérais, c'est être dans une cravate, aller travailler dans une banque. Dieu ne m'a pas donné cette chance. Dieu a plutôt permis que je devienne d'abord journaliste. Donc, j'ai eu à travailler respectivement comme rédacteur en chef et puis comme simple journaliste dans 2 organes de la place. Ça m'a permis d'avoir le contact facile avec les journalistes déjà. Et une dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai enseigné. J'ai enseigné dans des circonstances que je n'aimais pas toujours au début. Parce que j'ai passé le concours et puis j'ai été envoyé dans un village à 60 km de la ville de Lomé. J'ai jeûné, prié pour qu'on me laisse en ville, dans une grande ville. Mais Dieu n'a pas voulu, il m'a laissé dans un village. Après 6 mois, je me suis rendu compte que c'est le meilleur endroit où je pouvais être pour que la destinée qui est la mienne se révèle. Donc ça veut dire que... bien dans le village. Non, dans le village. C'est-à-dire que je rêvais. C'est clair que je ne pouvais pas rester à Lomé. Puisque pour le concours, j'ai choisi la région maritime pour maximiser mes chances. Donc j'ai prié vraiment, j'ai jeûné, j'ai prié parce que je voulais être laissé ou à Tchévier ou à Anéha. Dieu ne m'a laissé ni dans l'une ni dans l'autre des villes. Il m'a laissé dans un village, dans un beau village qui s'appelle Gapé, dans le Zio, c'est à 60 km de Lomé. Donc j'ai travaillé en tant qu'enseignant pendant 3 ans au lycée de Gapé, donc j'ai formé les lycéens là-bas. Aujourd'hui, j'ai la chance, certains de mes élèves sont titulaires du doctorat. Donc je crois que là aussi, c'est une grâce que je rends à Dieu. Donc au final, en réalité, de la série A au journalisme, en passant par l'enseignement, j'ai travaillé dans des domaines avec le droit où le contact avec le public, le contact dans les processus d'argumentation est encouragé. Enfin, je ne vous cache pas que j'aime beaucoup suivre les débats contradictoires parce que je regrette que dans notre pays, il n'y ait plus de débats contradictoires. Il n'y a que des personnes que vous recevez, chacun vient, il parle, il dit ce qu'il a à dire, et puis l'autre vient la prochaine fois, il le contredit. Donc les gens se font de la contradiction de façon indirecte. Alors quand vous suivez des chaînes internationales, il y a une émission que j'aime très bien, c'est pas pour faire de la publicité, ça s'appelle On n'est pas couché de Laurent Ruquier. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité, vous savez qu'une personnalité française comme Nadine Morano, par exemple, a de réelles difficultés parce qu'elle s'est permis dans un débat que j'ai suivi de bout en bout de définir la France comme étant un pays, je cite, de race blanche. À partir de ce moment, les polémistes qui discutaient avec elle l'ont interrogée, l'ont interpellée plusieurs fois. Elle a réitéré, citant d'ailleurs le général de Gaulle, que la France est un pays de race blanche. À partir de ce moment, toute la semaine et jusqu'au moment où je vous parle, ça a suscité beaucoup de polémiques. Et ce que cela montre en réalité pour une société, c'est qu'avant que vous n'accédiez à des fonctions politiques, avant que vous n'accédiez à des fonctions supérieures, on doit vous passer par la marmite du feu. On doit vous éprouver pour vérifier votre capacité à interagir avec vos compatriotes. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que lorsque vous allez dans les négociations internationales, les rencontres internationales, le Togo est là en tant qu'État, la France est là, l'Afrique du Sud est là, le Nigeria est là. Et donc si nous avons des dirigeants, que ce soit des ministres, des préfets, des maires, des chefs d'État, des premiers ministres, des présidents de l'Assemblée nationale, qui n'ont pas les prédispositions à faire les débats contradictoires ou à argumenter par rapport aux positions qui sont les leurs, eh bien, ils sont affaiblis au niveau international. Oui. Donc, en réalité, il y a un nivellement vers le bas. Parce qu'au niveau national... On n'arrive pas à se faire valoir. Voilà. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que vous, des médias d'abord, nous, la société civile ensuite,
que nous encouragions ceux qui aspirent à nous gouverner, ou ceux qui nous gouvernent déjà, que nous les encouragions à faire des débats véritablement contradictoires, de sorte que si leurs opinions sont les opinions les meilleures, que cela puisse... D'ailleurs, je vais terminer avec ça. Dans un pays comme les États-Unis, vous voyez tout le processus qui amène aux primaires, au sein d'un même parti, à désigner des candidats. Il faut être fort psychologiquement, il faut être fort physiquement, il faut être intègre par rapport à ces comportements et il faut avoir les aptitudes à débattre sur un certain nombre de questions économiques, politiques, sociales et sur beaucoup d'autres plans. Dans nos pays, cela n'est pas encouragé, ce qui est dommage pour nous. Puisque nos leaders politiques fuient même les débats. Ben, quand j'entends ça, j'avoue que ça m'inquiète. Et je pense que ce que nous avons à faire, encore une fois, vous de la société civile, vous des médias, pardon, nous de la société civile, c'est de créer des espaces publics où clairement nous annonçons que nous allons inviter les leaders politiques. Vous savez, lors de la présidentielle de cette année, en avril, n'est-ce pas, nous au niveau du CACID, grâce à un appui que nous avons eu de l'Union européenne, nous avons organisé des débats publics avec tous les candidats par hypothèse. Et seulement Jerry Tamaki est arrivé. Mais tous les autres candidats nous ont fait l'honneur quand même d'envoyer des représentants. Et donc le processus était tel que le mécanisme a prévu des journalistes, des acteurs de la société civile, des professeurs d'université qui devaient donc interroger le candidat ou son représentant sur un certain nombre de questions sur lesquelles la communauté togolaise l'attendait. Et je pense que ce genre d'exercice-là, vous, KNTB, les autres médias et nous devons les encourager souvent. Le problème, c'est que nous-mêmes, acteurs de la société civile, quand nous venons vers vous, des fois, on est obligé de commencer par négocier pour payer, alors que nous, on n'a pas forcément les ressources. Donc, au final, moi, je pense que c'est un appel que je vous lance, que je lance aux autres promoteurs des médias. Ce que nous, on fait, par exemple, actuellement comme exercice, c'est que nous avons constaté qu'à l'issue de la présidentielle de 2015, Faure Simon Gnassingbé, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a été proclamé vainqueur. À partir de ce moment, dans le cadre de ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique, il est de notre devoir, je n'ai pas dit droit, il est de notre devoir de vérifier qu'est-ce que Faure Gnassingbé nous a promis avant de se faire élire. Comme programme de société. Voilà. Nous avons à notre niveau une équipe où nous avons le programme de société du Faure Gnassingbé, nous avons le programme annoncé par le Premier ministre. Nous essayons déjà de vérifier la conformité du programme de Faure Gnassingbé à ce que le Premier ministre a annoncé. Mais le deuxième niveau, c'est qu'actuellement, nous formons des équipes où, secteur par secteur, économie, politique, sociale, infrastructure, défense, sécurité et d'autres aspects, nous allons, à la fin du mois de décembre, publier un rapport qui nous dira simplement, le président de la République, avant de se faire élire, vous avez promis tel. 6 mois après, le chef de l'État a fait ceci, a déclaré ceci, le Premier ministre a fait ceci, et nous pensons que tel point, c'est des choses qui sont acquises. Oui. Par contre, dans d'autres domaines, il y a des défis à relever. Notez par exemple que depuis 2009, le chef de l'État, le président de la République, a annoncé sur une radio qu'il ferait les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Jusqu'à aujourd'hui, je ne m'explique pas individuellement pourquoi ces réformes-là ne sont même pas perceptibles de loin. C'est-à-dire que, sauf à nous prendre, nous les Togolais, comme des gens qui ont les yeux fermés, comme des gens qui ne suivent rien, le chef de l'État n'a plus le droit d'aller à son propre rythme. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que le Togo, c'est comme un bateau ou un avion. Le chef de l'État, certes, est le conducteur, le pilote, mais nous sommes dans l'avion. Il ne peut pas nous dire, oh, vous savez, c'est moi qui suis le président, je vais à mon rythme. Il n'a pas à aller à son rythme. Il a annoncé un rythme précis. Et d'ailleurs, quand on parle de réformes institutionnelles et constitutionnelles, analysez un peu l'histoire politique de l'Afrique aujourd'hui. Quels sont les principaux soucis que l'Afrique a? C'est des soucis politiques, dus au fait que l'inégale répartition des richesses, je ne reviens pas sur la fameuse phrase de Faure Gnassingbé, l'inégale répartition des richesses fait qu'un certain nombre de communautés se sentent frustrées. Et donc, les gens choisissent des moyens qui ne sont pas forcément les bons moyens pour avoir des revendications. Un autre élément important à souligner lorsqu'on parle des crises en Afrique, c'est les processus électoraux. En réalité, lorsque le président Sassou Nguesso, lorsque le président Kabila, lorsque Yahi Boni y a un moment, lorsque Blaise Compaoré y a un moment, ils ont eu la tentation de modifier les règles de la Constitution. Le peuple n'a pas accepté. Mais c'est parce que
on sait dans les pays africains que les processus électoraux ne sont pas crédibles. Parce qu'en réalité, le fait de demander à aller vers un référendum n'est pas mauvais en soi. Mais juste qu'en Afrique, les processus électoraux sont tels que lorsque vous organisez les élections, vous les gagnez ou vous les gagnez. Oui, c'est ce que Bongo disait, qu'on doit être con pour organiser une élection et les perdre. Donc, c'est vous dire que, de mon point de vue, les problèmes de nos pays sont éminemment politiques. Je suivais ce jour même la radio, je crois que c'est en Italie, où un maire a été obligé de démissionner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est allé dans un restaurant et il a payé la consommation personnelle avec l'argent de la mairie. Moins de 20 000 euros, je crois. Donc ça veut dire que dans ces pays-là, les gens ont une conscience citoyenne qui est telle que lorsque vous posez un acte qui va au-delà de ce que vous avez comme compétence, vous démissionnez. Alors que dans nos pays, notamment au Togo, il y a eu tellement de scandales. Il n'y a pas la culture de la démission, il n'y a pas la culture du compte-rendu, du contrôle citoyen de l'action publique. Et donc, le chef de l'État, le Premier ministre, même quand vous allez au niveau de l'opposition, les gens ne rendent pas compte du niveau d'atteinte d'un certain nombre de résultats par rapport à la lutte qui est donnée. Donc, au final, moi, je pense qu'il y a beaucoup de défis que nous devons relever. Mais aujourd'hui, grâce au mouvement enclenché à partir de 1990, il y a un certain nombre d'acquis qui, si nous les utilisons bien, peuvent nous permettre d'avancer. Avant de venir aux acquis du mouvement de 90, j'aimerais bien qu'on parle du CACIT. Le CACIT, c'est quoi juste? Ben, le CACIT, c'est le collectif des associations contre l'impunité au Togo, mis en place essentiellement par un certain nombre d'acteurs de la société civile à l'issue des violences politiques de 2005. Je ne vous rappelle pas que la commission Kofi-Goua a parlé de près de 150 morts. Les Nations Unies ont donné le chiffre de 400 à 500 morts, mais quel que soit le chiffre, c'était des morts de trop. Et on a constaté à l'époque que de 90 à 2005 déjà, il y a eu une série de violations des droits de l'homme et de crimes qui ont été commis, des atteintes, et les gens ne répondaient pas de leurs actes. Alors que conformément au principe du droit international, conformément aux conventions internationales auxquelles le Togo a librement adhéré, et d'ailleurs, c'est le b.a.-ba qu'on vous enseigne dans les facultés de droit, tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1382 du Code civil. Nos États sont régis aussi par des codes pénaux et donc différentes règles qui font que lorsque quelqu'un fait quelque chose qui a une entrave au vouloir vivre ensemble, la personne doit être punie. Au Togo, ce n'est pas le cas jusqu'en 2005. Nous nous sommes dit que si ce phénomène devait persister, ça ne doit pas être de notre faute. Donc, notre organisation a commencé par déposer des plaintes auprès des tribunaux. Nous en avons à la date du 31 décembre 2010, nous en avons déposé 72. Et d'ailleurs, je suis heureux de vous apprendre qu'en juillet de l'année 2013, nous avons réussi à faire condamner l'État togolais pour violation du droit à la justice des victimes. Mais là encore, ce qui n'est pas une bonne image pour le Togo au niveau international, jusqu'au moment où je vous parle, alors que la CEDEAO, le protocole instituant, la Cour de justice de la CEDEAO dit en son article 16 que les décisions de cette Cour sont obligatoires, que les États ne peuvent pas ne pas s'exécuter. Mais le Togo jusque-là ne fait rien. Donc en droit international, ça ne donne pas une bonne image au Togo, pendant que nous sommes en train de nous battre pour organiser des sommets à l'international, le sommet sur la sécurité maritime et bien d'autres notamment. Nous devons être certains qu'à l'intérieur, nous promouvons les bonnes pratiques, ce qui n'est pas le cas. Donc au niveau du CACIT, nous faisons ce combat-là. Nous faisons aussi l'assistance juridique et judiciaire, nous faisons l'accompagnement, le renforcement des capacités des acteurs de la société civile, des médias et d'autres acteurs. Et ces derniers temps, effectivement, nous avons entamé aussi un plaidoyer dans le sens de l'opérationnalisation des juridictions administratives. Ça me permet vraiment d'attirer l'attention de nos compatriotes sur un élément précis qui aujourd'hui est une carence et qui est une entrave réelle à l'état de droit. Le maire de la ville de Lomé se lève un jour et puis il décide que les gens qui sont au bord de telle rue, on va aller les dégager. Sur le principe, le maire peut donner des explications qui peuvent être convaincantes. Sauf que, dégâts collatéraux, il y a possibilité de causer des dommages à des maisons qui sont aux alentours. Nos compatriotes se disent, ah, si c'est le maire, si c'est lui qui a pris la décision, je ne peux rien faire. Non. Dans les États normaux, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je ne parle même pas de la France, les citoyens doivent faire des recours devant ce qu'on appelle les juridictions administratives. Ce n'est pas une mauvaise connaissance de nos droits. Non, le problème, c'est que dans ce domaine précis, il n'y a même pas de juridiction administrative qui soit opérationnelle. Ça veut dire que l'État nous prive d'un droit fondamental, celui d'aller vers les tribunaux pour l'attaquer lui.
Parce que par hypothèse, l'État est le premier violateur des lois. Oui. Deuxième exemple que je vous donnerai peut-être pour terminer sur ce plan, c'est que, vous savez, les gens veulent faire des marches. La liberté de manifestation, elle est reconnue dans le pays. Sauf que c'était le ministre Bahara avant, aujourd'hui ça doit être le ministre Paradoa Boupessi, et puis son collègue Yak, il décide au journal de 20 h que la marche n'aura pas lieu. Dans un état de droit, la loi dit clairement que lorsque l'autorité veut interdire une marche, l'autorité doit le faire 3 jours au minimum avant. De sorte que les organisateurs puissent aller saisir le juge devant ce qu'on appelle le juge des référés. Le juge des référés doit rapidement prendre sa décision. Parce que s'il n'y a pas ce mécanisme-là, eh bien, arbitrairement, l'État prend des décisions, les gens consomment et puis la vie continue. C'est ce qui nous arrive au Togo. Donc, notre travail au niveau du CACIT ces temps-ci, c'est de faire un plaidoyer. Nous avons rencontré le garde des Sceaux, nous avons rencontré des magistrats, nous avons rencontré la chambre administrative de la Cour suprême, la Cour d'appel. Donc, ils nous ont promis que chacun, en ce qui le concerne, fera tout pour que cette juridiction soit opérationnelle. Donc, voilà un peu le travail que nous faisons. Ce n'est pas un travail sans difficulté non plus, je dois vous avouer, parce que, aussi bien au sein de la société civile, où nos positionnements ne sont pas toujours compris, parce qu'à un moment donné, les gens estimaient que nous, CACIT, nous devions être ou pour la gauche ou pour la droite, alors qu'en tant qu'association de défense des droits de l'homme, nous n'avons pas à être en appui à un parti politique. Voilà. Ensuite, donc, au sein de la société civile, on n'a pas bien compris. Ensuite, ces temps-ci, nous avons eu malheureusement des incompréhensions avec une association de victimes qu'à la base, nous avions voulu aider. Notre travail, nous le faisons en sollicitant des fonds d'un certain nombre de partenaires. L'Union européenne, le PNUD, les Nations Unies sont autant d'institutions qui nous aident. Et quand une institution nous a aidés, par exemple, pour que nous, à notre tour, on aide cette association de victimes-là, ils ont estimé qu'on avait des comptes à leur rang. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la SVITO, si on pouvait en parler? Voilà, c'est ce que j'abordais indirectement, c'est ce que je vous expliquais. C'est que nous avons constaté que nos collègues de la SVITO, à qui nous souhaitons beaucoup de courage, à qui nous souhaitons aussi d'avoir beaucoup d'expérience pour être institutionnellement forts, ils n'ont pas compris notre démarche envers eux. Je vous parlais de nos activités de renforcement des capacités. Je peux vous dire que de 2010 à 2014, nous avons consacré près de 5 millions de francs CFA, par exemple, à renforcer les capacités des journalistes. On a fait différents ateliers, on a même voulu créer un réseau de journalistes en lutte contre l'impunité. On a fait au moins 3 ateliers et à aucun moment ces journalistes ne sont venus nous voir pour dire « rendez-nous des comptes ». Donc, les amis de la SVITO, l'incompréhension vient du fait que contractuellement, nous n'avons pas de compte à leur rendre. Nous avons des comptes à rendre à la personne qui nous a donné l'argent, ce que nous avons fait régulièrement. Nous avons promis aussi, personne ne nous y a contraint, de les aider. D'ailleurs, lorsque nous n'avions pas de ressources financières disponibles auprès des Nations Unies, nous aidions la SVITO. Mon ami Achole, par exemple, vous lui demanderez, il vous dira qu'il n'y avait pas d'argent. Moi, j'ai fait minimum 3 séances de travail avec eux pour voir sur le plan stratégique comment on peut doter l'association d'un plan stratégique. Et nous avons eu la chance aussi, par exemple, en 2012, sous le couvert du CACIT, nous avons pris un visa au commandant Olivier Ama. Nous avons nous-mêmes cherché l'argent pour le billet. Nous l'avons amené à Genève pour aller devant le comité des Nations Unies contre la torture. C'est autant d'actions que nous avons faites pour eux. Donc, quand ils ont commencé par avoir cette façon de présenter les faits en nous demandant, entre guillemets, des comptes, nous avons été fermes. Nous n'avons pas de compte à vous rendre. Ça a suscité beaucoup d'incompréhension. Nous avons constaté qu'à un moment donné, ils ont commencé par faire des publications dans la presse. La première publication a été faite sur Internet. Nous avons fait une réunion avec nos amis. Ils ont juré qu'ils n'étaient pas à la base de la publication dans la presse, sur Internet. Donc, on a commencé par rediscuter au point où nous avons eu d'abord 20 000 $. C'est des chiffres qui sont publics. Hein. Si vous allez par exemple sur le site du Pascrena, avant que vous ne receviez des fonds de l'Union européenne à travers le Pascrena, il y a ce qu'on appelle une charte de transparence. Donc, vous déclarez les fonds que vous avez. Ce n'est pas des fonds secrets. Donc, vous avez au-delà des 20 000 $ et des 22 000 $ qu'on a eu cette année pour assister les victimes de la torture. Nous avons eu des fonds d'autres partenaires pour les élections. Par exemple, nous avons eu 85 millions de francs de l'Union européenne. OK? Nous avons recruté des volontaires qui ont travaillé. Aucun, à quel moment, nous a demandé des comptes. Nous rendons des comptes à l'Union européenne. Donc, nos amis de la SVITO n'ont pas compris ça. On a discuté au point où, quand on a commencé par être vilipendés, nous avions, à un moment donné, devant celui qui nous a donné l'argent, c'est-à-dire le bureau du Togo du HCDH, nous avons clairement dit que nous renoncions à l'argent de cette année. Mais à cette même réunion, des gens de la SVITO ont commencé par dire, certains, non, si c'est des problèmes de personnes, il faut que nous soyons aidés. Donc,
Je ne vais pas rentrer dans les débats de fond. Nous avons constaté ces temps-ci qu'un autre journal que je respecte très bien, par 2 fois déjà, a fait des publications. Ils m'ont fait le plaisir de mettre ma photo à la une. Mais nous avons choisi de ne pas rentrer dans des polémiques. Hein? Parce que la bonne nouvelle, c'est que dans l'un des journaux, ils ont souhaité aller devant les tribunaux pour revendiquer leurs droits. Oui, oui, c'est ce qu'on a cru lire. Donc, notre seule réponse aujourd'hui, c'est que nous les encourageons, s'ils estiment que leurs droits sont violés, d'aller devant les tribunaux. Et pour une fois, si un tribunal prend une décision, qu'ils puissent la respecter. Le fait de faire trop de publications dans la presse aussi, à mon avis, malheureusement, la presse togolaise, elle est ce qu'elle est. Moi, je respecte ceux qui font ça. Ils savent quels sont leurs objectifs. Mais nous avons choisi forcément de ne pas trop répondre à ça. On répond à l'imbécile par le silence. Non, ils ne sont pas imbéciles. C'est des amis qui ont une certaine façon de voir. Et nous aussi, on a la nôtre. C'est la vie, hein. Vous savez, vous prenez Radio KNTB aujourd'hui par rapport à d'autres partenaires ou par rapport à d'autres concurrents que vous avez. Certains diront, pour avoir travaillé avec vous ou pas, que vous faites bien, que vous faites mal. C'est la vie. Vous continuez. Tout est expérience. Le seul problème, c'est que malheureusement, quand vous voulez aider quelqu'un, que les choses se transforment ainsi, la prochaine fois, vous avez un peu plus de réticence par rapport aux autres personnes que vous allez aider. C'est un peu ça qui n'est pas bon. Comme on vient de le dire, le CACIT a été un acteur clé pendant les périodes électorales dernières. Alors que dites-vous aujourd'hui de la vie politique dans notre pays, ainsi que de ses acteurs? Après avril 2015, comment va la vie politique dans notre pays? Non, je crois que ce serait prétentieux de ma part que de donner une opinion sur les hommes politiques déjà. Peut-être sur la vie politique, oui. D'abord, donc sur cette vie politique-là, mon opinion, c'est que ces derniers temps, ça manque de piment. C'est-à-dire qu'il y a comme une léthargie. On attend qu'un événement se produise. J'espère que cet événement-là sera un événement heureux. Parce que de toute façon, quand vous prenez un peu l'histoire politique du Togo de 2010 à 2015, en 2012, il y a eu quelque chose. Il y a eu le CST qui a été créé, et puis le pays a bougé. Entre-temps, sur le plan social, il y avait ce qu'on a appelé le Conseil national du dialogue social. Donc, les travailleurs avaient des préoccupations, mais il y avait ce conseil-là où les gens se réunissaient, ils prenaient des payes, ils n'en prenaient pas, on s'en fout. Mais les vrais problèmes des travailleurs n'étaient pas abordés. À un moment donné, la STT a été créée et le pays a bougé. Donc, moi, j'espère que cette fois-ci, le chef de l'État comprendra. D'ailleurs, quand on parle du mandat social, j'ai été parmi ceux qui, dans les interventions publiques, s'emploient à dire que le mandat social dont on parle, c'est de la distraction pure et simple. Pourquoi? C'est-à-dire que là, lorsque les gens ont des problèmes, de vrais problèmes de survie, vous les aidez d'abord à résoudre ces problèmes-là. Je caricature, j'utilise à chaque fois le même exemple. Il y a eu nous sommes encore un peu en petite période de pluie, mais lorsque, en période de pluie, une maison ou votre studio ici est inondé, la première chose que vous attendez, c'est que les sapeurs-pompiers viennent vous aider à dégager l'eau. Mais imaginez que lorsque les sapeurs-pompiers viennent, ils disent « Oh, il n'y a pas de problème, nous allons vous aider à acheter des caméras. Nous allons vous aider à acheter des micros. » Vous leur dites « Non, nous-mêmes, nous avons la possibilité d'acheter des caméras. » Mais le problème de l'eau, c'est un problème structurel. Peut-être c'est parce que les rigoles qui sont à côté ne sont pas bien orientés. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc, tous les spécialistes vous diront que lorsque la stabilité politique est effective dans un pays, naturellement les investisseurs y vont. Naturellement la richesse est créée. Et naturellement les citoyens s'épanouissent. Les Togolais n'ont pas forcément besoin qu'on leur distribue des roues. Ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur distribue 30 000 francs CFA. Non. Ils ont besoin que la justice soit indépendante. Ils ont besoin que les partis d'opposition soient véritablement outillés pour contrer l'action gouvernementale. Ils ont besoin que les médias comme vous, comme la société civile, soient effectivement force. Ils ont besoin enfin que le chef de l'État rende compte et que tous se mettent sous la loi. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, par hypothèse, est une société où on fixe des règles et chacun s'oblige à respecter les règles. La constitution togolaise ne nous apprend rien. Fait obligation au chef de l'État, le premier des citoyens. La constitution togolaise lui fait obligation de déclarer ses richesses, de déclarer ses biens lorsqu'il rentre en fonction. Ça fait 10 ans que Forest Singbe est là. Il n'a jamais fait ça. Au point où un membre du gouvernement avec qui je discutais n'a pas hésité à me dire qu'en réalité, ce dont vous me parlez là, si je le fais moi,
je donnerai le mauvais exemple. Et je serai perçu comme la personne qui fait ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça veut dire que si la tête même ne donne pas le bon exemple, dans ce domaine-là, il y a un problème. Donc aujourd'hui, je pense que le chef de l'État, d'ailleurs, par rapport aux réformes institutionnelles et constitutionnelles, qui sont déterminantes pour que le Togo puisse avancer, réformes qui sont préconisées par l'accord politique global, qui sont préconisées par l'accord RPT-UFC, qui sont préconisées par la Commission et la CVJR. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas normal. En tant que le chef de l'État nous a dit, nous créons une commission, Mme Awa Nana est à la tête de la commission. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est que Mme Awa Nana, à elle seule, elle a en charge la responsabilité de diriger le HCRUN, la médiature de la République et la commission qui est censée étudier la constitution du pays. Non, c'est de la distraction. Les vrais problèmes ne sont pas résolus. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques jours, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de France, c'est eux qui viennent nous dire qu'il faut faire les élections locales. Il y a un problème quelque part. C'est comme si c'est d'autres personnes qui peuvent, mieux que le chef de l'État, le Premier ministre et d'autres, savoir ce qui est bon. Les élections locales, c'est fondamental pour la démocratie. Mais entre-temps, le ministre Bahara avait réuni les gens pour lancer des idées, des réflexions sur les élections locales avant la fin du mandat du... Vous savez, il y a un célèbre auteur qui a dit que la meilleure façon d'enterrer un problème, c'est de créer une commission autour de ce problème. Parce que le ministre Bahara, souvenez-vous, il a mis en place une commission. Sauf que la commission a fait son travail, a certainement rendu son rapport, mais on en est où aujourd'hui? Même chose sur le plan politique. Donc je pense que ce dont nous manquons aujourd'hui, d'abord du côté du gouvernement par rapport à la vie politique dont vous avez parlé, c'est d'un chef d'État véritablement volontariste. Je présume que ça ne doit pas être facile pour lui après 30 ans de règne de son papa, ayant toujours à ses côtés les faucons du régime RPT qui sont toujours là. En temps, on a parlé d'unir, mais tout le monde voit aujourd'hui qu'au-delà du nom, tous les anciens barons sont arrivés. Je présume que dans cet environnement, ça ne doit pas être facile pour le chef de l'État. Mais je suis désolé, c'est lui le chef de l'État. On n'en a pas deux à ce jour. Donc il faut des décisions courageuses pour que la société togolaise avance. De toute façon, la roue de l'histoire tourne. Et elle tourne de telle façon que si vous ne faites pas les réformes, tôt ou tard, les réformes s'imposeront. Je pense aussi que, et ça, c'est vrai qu'on ne nous autorise pas toujours à le dire, mais c'est mon point de vue malheureusement. Et depuis 1990, nous sommes en démocratie. Je pense que la responsabilité de l'opposition togolaise, elle est grande dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Lorsque le pouvoir en place a l'impression qu'ils ont un boulevard derrière eux, qu'il n'y a aucune opposition, et qu'au surplus, les leaders de l'opposition, comme ils le font depuis un certain nombre de semaines, mais ils vont sur les radios et ils annoncent publiquement qu'ils vont se faire la guerre. C'est même des décisions qu'ils auraient pu prendre dans leur coin. Non, ils vont sur les radios, ils annoncent désormais, je ferai la guerre à mes collègues de l'opposition. Et 2 jours après, vous voyez un autre leader qui vient, il répond à la guerre, pas à la guerre. Non, je pense que le spectacle, il est triste. Et ça n'élève pas le débat. Mais écoute, chacun n'a qu'à jouer son rôle. Moi, je suis acteur de la société civile. Je n'ai pas, ni à court terme, ni à moyen terme, la prétention d'avoir un poste politique. Donc, c'est eux qui sont là-bas. Je présume qu'ils savent quels sont les objectifs qui se sont fixés. Et je présume aussi qu'ils savent ce qu'ils font. Il y a de cela 25 ans que le peuple a décidé de prendre son destin en main, malheureusement, au jour d'aujourd'hui. Quel bilan peut-on faire du soulèvement du 5 octobre? Le soulèvement du 5 octobre. Je constate simplement que nous autres, on était très jeunes. Moi, j'étais au lycée. Même pas, j'étais en classe de 3e au CEGB Plage. Quand il y a eu le soulèvement du 5 octobre, je constate que lorsque la semaine dernière, cette fête, en tout cas cet anniversaire, est arrivé, beaucoup d'acteurs sous différents angles se sont révélés. Et chacun a essayé de parler de ce qu'il a pu faire, effectivement, pour que ce 5 octobre-là se réalise. Je pense que de 90 à aujourd'hui, il y a des acquis. Inéluctablement, il y a des acquis. C'est-à-dire que au temps du président Yadema, il est évident que je ne pouvais pas venir sur une radio comme celle-ci. Il n'y a pas la liberté d'expression. Il n'y avait pas cette liberté d'expression, d'association. Même le CACIT n'aurait pas pu exister et travailler comme il le fait maintenant. Et il y a un acquis dont nos concitoyens, me semble-t-il, ne prennent pas suffisamment la mesure. C'est la possibilité d'exercer le contrôle citoyen sur l'action publique. C'est-à-dire,
identifier ne serait-ce qu'un engagement du chef de l'État ou du Premier ministre dans un seul domaine et montrer que nous suivons clairement la mise en œuvre de cet engagement-là. Nous avons cette possibilité-là aujourd'hui. Nous avons la possibilité d'abord au niveau national, parce que nous pouvons aller interpeller nos députés, mais nous avons aussi cette possibilité aujourd'hui par rapport au travail que je fais. Je peux vous dire qu'à l'international, l'année prochaine par exemple, le Togo a encore un rendez-vous important avec les Nations Unies. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle l'examen périodique universel. Avant ça, de 2010 à 2012, il y a eu 3 rendez-vous importants. Le Comité des droits de l'homme pour l'évaluation du pacte sur les droits civils et politiques. C'est des droits qui sont énoncés et que le Togo a l'obligation de respecter. Donc les citoyens doivent s'organiser simplement pour dire, ok, il paraît qu'il y a des droits. Quels sont ces droits-là? 1, 2, 3, 4. Lesquels le chef de l'État a respectés. S'il ne les respecte pas, nous faisons un rapport que nous envoyons aux Nations Unies, que nous envoyons à l'Union africaine, que nous envoyons à la CEDEAO. Et nous faisons tout pour faire de la publicité autour de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait. Récemment, on nous a dit qu'au niveau de la CEDEAO, par exemple, on a voulu introduire une clause limitant les mandats. Le Togo du président Faure Gnassingbé et la Gambie de Yaya Jammeh seraient les 2 États qui seraient opposés à ça. Ça, c'est un mauvais indicateur. Il faut que nous rappelions ça à chaque fois à nos gouvernants. Lorsque vous recevez des membres du gouvernement, dites-le leur que ce n'est pas une bonne image. Deuxième mauvaise image que le Togo traîne, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre l'impunité au niveau international, il y a la Cour pénale internationale qui joue un rôle dissuasif très important. Simplement parce que les gens ont peur de la CPI, il y a des actes qu'ils ne posent pas. Deuxième chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que la CPI a ce qu'on appelle une compétence complémentaire. C'est-à-dire que c'est seulement lorsque les juridictions nationales sont défaillantes que la CPI intervient. D'où la nécessité pour les États de faire en sorte que les juridictions nationales aient des magistrats indépendants et qu'ils punissent les gens lorsqu'il faut. Si on a l'impression que vous ne les punissez pas, la CPI intervient. Et donc là encore, vous ne le savez peut-être pas, mais le Togo dans l'espace CEDEAO est le seul pays qui n'est pas membre du statut de Rome. Ce n'est pas beau. Donc il faut que nous éveillons l'attention de nos gouvernants sur ces aspects-là. Évidemment, je pense personnellement que si la lutte entamée le 5 octobre n'a pas abouti, ça fait aussi partie des défis, c'est parce que le pouvoir en place est réfractaire au changement. Tout est fait pour que le changement n'intervienne pas. En 1998, Yadema avait perdu les élections, tout le monde le sait. Mais Yadema est resté au pouvoir. En 2003, il avait juré, il avait donné sa parole de militaire, mais ce n'est pas fait. Les réformes institutionnelles constitutionnelles. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a dit « je vais faire les réformes ». Donc, je pense aussi, c'est vrai que moi je pense que l'opposition, par cette division interne, n'arrange rien, mais je pense que ce n'est pas facile pour eux, parce que 2 armes, de mon point de vue, que le pouvoir en place utilise, c'est ce qu'on appelle la carotte et le bâton. Le pouvoir utilise la carotte, notamment en utilisant l'argent, pour, je dirais, acheter un certain nombre de leaders, ou lorsqu'on est jeune, on vous fait des propositions, on vous donne un poste, et puis vous oubliez que, effectivement, ce pays a besoin de liberté, vous n'êtes plus vraiment engagé. Et ceux qui sont engagés, malheureusement, des fois, le pouvoir les opprime, les fonctionnaires sont affectés, ceux qui ont besoin d'une promotion n'ont pas la promotion, et puis, malheureusement, il y a eu sur notre chemin des gens qui ont perdu la vie, des gens qui ont perdu des membres de leur famille. Donc, quand il y a des circonstances comme celle-là, contrairement à ceux qui pensent que les Togolais sont moins courageux que les Burkinabés, moi, ce n'est pas mon avis. Je pense que les Burkinabés n'ont pas la malchance d'avoir subi autant d'événements tristes que nous. Donc, je pense que il faut espérer que de meilleurs jours soient devant nous et que ce soit de la responsabilité collective et du chef de l'État et du leader de l'opposition. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, Jean-Pierre Fabre est le leader de l'opposition. Mais le drame, c'est qu'il suffit que Jean-Pierre Fabre aille rencontrer le président Faure Gnassingbé pour que les gens commencent par dire qu'il est acheté. Alors que dans une démocratie, la chose la plus normale, c'est dans tous les cas, même pendant une guerre. Regardez le président Obama et le président Vladimir Poutine la dernière fois au Conseil des Nations Unies. Ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Et ils ont même jugé utile de sortir pour, pendant quelques secondes, faire une photo pour montrer aux gens, en réalité, nous sommes des gens civilisés. Donc, moi, j'en appelle à ce que lorsque quelqu'un qui est de l'opposition, quelqu'un qui est de la presse,
de la société civile, rencontre les membres du gouvernement, rencontre ceux qui sont au pouvoir, qu'on ne nous dise pas qu'ils ont été achetés ou pas. Il faut encourager Jean-Pierre Fabre à rencontrer le chef de l'État le plus régulièrement possible. Comme et enfin, entre-temps. Oui, et enfin, il faut les encourager à se voir à deux pour discuter de l'avenir de la nation. Autrement, nous courons vers une perte et je pense que Dieu va nous en garder. Je terminerai encore une fois, enfin, en disant que vous avez certainement appris que le prix Nobel de la paix qui est décerné aujourd'hui, là, était à un quartet de personnes qui, en Tunisie, se sont engagées en faveur de la paix. Donc, c'est dire qu'au niveau national, lorsque vous vous engagez en faveur de la paix, opposant ou parti au pouvoir, cela est reconnu non seulement par la communauté nationale, mais par la communauté internationale. Oui, le temps nous fait un peu défaut. On va aborder le point, la rentrée parlementaire, la deuxième session, qui a eu lieu le mardi passé, où il sera question du budget général de l'État pour l'année 2016, qui, d'après le Conseil des ministres dernier, va connaître une hausse de 1,7%. Votre avis? Alors moi, je ne suis pas économiste, donc je ne peux pas vous faire une analyse pointue. Est-ce que ça permettra un peu de faire taire les revendications? Non, je vais répondre. Je ne peux pas faire une analyse pointue du budget, mais ce que je peux vous dire, pour avoir été éclairé sur cette question par des économistes, c'est que lorsque les budgets de notre pays sont adoptés ces temps-ci sous le ministre Ayassor, il y a entre autres deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est le problème du délai. C'est-à-dire que dans les grandes démocraties, le budget est introduit normalement au mois d'octobre, de sorte à donner aux députés tous les moyens d'analyser les composantes du budget, de voir si les prévisions de rentrée sont réalistes et si justement l'État a choisi les meilleures priorités. Parce qu'on peut par exemple dégager de l'argent pour le secteur de la santé qui soit inférieur au secteur des infrastructures. Et ça peut se faire, mais il faut un débat national pour justifier pourquoi ce choix est fait. Donc le premier problème, c'est les délais dans lesquels le budget est adopté. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je ne suis pas certain que le budget de l'année prochaine ait déjà été introduit. Deuxième problème, j'en citerai peut-être même trois. Nous avons, pour avoir discuté avec certains membres du gouvernement, nous avons appris par exemple qu'en réalité, la concertation qui doit y avoir lieu en amont avec les ministres pour savoir quelles sont les dotations qui leur sont faites, ces concertations ne sont pas effectives. De sorte que vous êtes par exemple ministre de la communication, je raconte n'importe quoi, affaires étrangères, santé, le ministre Ayassor vous informe que voilà le montant qui vous est destiné. Et c'est à vous alors d'être obligé de gérer ça. Ce qui fait que lorsqu'on avance, dans l'exécution, il y a des problèmes. Troisième et dernier problème que je citerai ici par rapport à ce que j'ai cru comprendre, c'est ce qu'on appelle le principe de... Pas de connexion réseau. C'est ce qu'on appelle le principe de sincérité budgétaire. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque vous adoptez le budget, c'est très important que le budget corresponde à des entrées réelles. Or, il se fait que le système d'endettement et de passation des marchés publics pour, par exemple, faire les routes dans notre pays est tel qu'on demande à des entreprises qui ont déjà de l'argent de faire le travail. Et quand, par exemple, à la fin de l'année, on dit que le ministère de la Communication a un budget de 250 millions, par exemple, il se fait qu'en réalité, ces 250 millions-là ne sont pas l'argent dont ils disposent effectivement pour l'année prochaine. Il y a peut-être 100 millions qui constituent déjà des dettes intérieures. Donc, je crois que c'est autant de problèmes qui font que, enfin, révélation importante aussi, en réalité, quand vous étudiez l'économie de nos pays, nous dépendons pour une grande part de ce qu'on appelle l'appui budgétaire. L'appui budgétaire, c'est de l'argent que l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, les grands partenaires nous donnent pour que nous ayons un coup de pouce. Il se fait que depuis un moment, le Togo n'est plus en programme avec le Fonds monétaire international. Pour des raisons qu'il faudra demander au ministre de l'économie et des finances. Parce que dans notre pays, le ministre de l'économie et des finances, par exemple, est l'un des rares ministres qui vont pas sur les médias, qui ne vont pas s'expliquer. Donc, si vous n'êtes pas en programme avec le FMI, la conséquence en réalité, c'est que d'autres partenaires ne vous font pas confiance. C'est un peu comme vous êtes chrétien, mais ni Monseigneur Diakpa, ni aucune autre église ne vous reconnaît. Vous êtes chrétien dans votre village, les autres vont être sceptiques. Ou c'est comme si vous êtes musulman, mais l'Union musulmane ne vous reconnaît. Donc, il y a un problème par rapport au fait que le Togo, en matière de gestion des finances publiques, en réalité, doit se mettre en conformité avec un certain nombre de principes. Ce n'est pas fait, ça crée des problèmes. Et après, on voit un peu le processus qu'il y a eu la dernière fois. Moi, je pense que ce qu'il y a eu la dernière fois, si on analyse bien, c'est en amont l'échec du gouvernement qui doit être constaté dans la conception et l'exécution du budget.
On espère bien que ces 1,7% puissent couvrir toutes les revendications. Le remue-ménage est la deuxième rubrique de cette émission et elle consiste à poser 7 questions à notre invité auxquelles il répondra par vrai ou faux. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Question numéro 1. L'équilibre de la loi de finances 2015 du Togo en recettes et en dépenses initialement établi à 915,2 milliards de francs CFA passe désormais à 932,2 milliards de francs CFA. L'équilibre de la loi de finances 2015 du Togo en recettes et en dépenses initialement établi à 915,2 milliards de francs CFA passe désormais à 932,2 milliards de francs CFA. Vrai ou faux? Ah, je ne sais pas. Et s'il faudrait donner une réponse entre vrai ou faux? Ben, je peux dire faux, mais... Question numéro 2. La journée internationale de la fille est célébrée le 11 octobre de chaque année. Il fallait prévoir, je ne sais pas. Journée internationale de la fille, 11 octobre de chaque année. Oui. Je dis faux. Question numéro 3. L'ouvrage Destin foudroyé est écrit par l'international togolais Abalo Dossel. Ça, c'est vrai. Non, c'est faux, c'est Obilalé. Question numéro 4. Il y a de cela 11 ans que le Togo a été qualifié à une phase finale de la Coupe mondiale, Coupe du monde de football. Il y a de cela 11 ans. 2006, nous sommes en 2015. Oui. 2006-2015, vrai. Question numéro 5. Ils sont au nombre de 7 les pèlerins togolais ayant trouvé la mort lors de l'Hajj 2015 à la Mecque. Vrai, il paraît qu'ils sont morts de mort naturelle, on n'en sait pas grand-chose, mais... Question numéro 6. Lors du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, le procureur de la République d'antan répondait au nom de Abdou Assouma. Procureur de la République? Oui. Vrai. Selon ce que M. Yoboudevi a raconté. Question numéro 7 et la dernière. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale togolaise se fait le premier mardi du mois d'octobre. Vrai. Nous allons donner les réponses. C'est un véritable examen. Ah, vraiment. D'abord, la première question, elle est fausse. L'équilibre de la loi de finances 2015 du Togo en recettes et en dépenses initialement établi à 815 milliards de francs CFA passe désormais à 829,7 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 1,7%. Vous avez donné par tâton la bonne réponse. Un point. Un point, oui. Question numéro 2. Elle est vraie, mais je pense que vous avez dit faux. Ok. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 66/170, la journée internationale de la fille est célébrée le 11 octobre de chaque année. Donc le dimanche, ce dimanche, on célébrera la journée internationale de la fille. Une nouvelle connaissance pour moi. Et je vous apprends que le thème retenu, c'est le pouvoir... Mais je pense qu'il faut que les filles aient un pouvoir pour s'autonomiser. Ok. Et pour la vision 2030, c'est toujours parfait. C'est parfait. La question numéro 3, elle est fausse. Vous avez trouvé la bonne réponse. Le Destin foudroyé est l'ouvrage écrit par l'ancien gardien des éperviers togolais, Obilalé. C'est bon, vous avez trouvé. Question numéro 4, elle est fausse également. Ce n'est pas 11 ans, mais il y a de cela 10 ans que le Togo a été qualifié à une phase finale de la Coupe du monde de football. C'était le 8 dernier. Ok. Mais la Coupe a été jouée un an après. Oui. D'accord, merci bien. En 2006. Question numéro 5. Elle est vraie. Vous avez trouvé. Ils sont effectivement au nombre de 7 pèlerins ayant trouvé la mort dans le Hajj 2015 à la Mecque, les Togolais. Ok. Question numéro 6. Elle est vraie également. Lors du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, le procureur de la République d'antan répondait au nom de Abdou Assouma, le président de la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui. Il paraît que le juge à l'époque, c'était plus Agbetomen, l'actuel ministre de la Justice. Question numéro 7. Elle est vraie. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale togolaise se fait le premier mardi du mois d'octobre. Donc, je pense que vous avez faussé deux, je crois. Donc, vous avez 5 sur 7 acceptables. D'accord. Félicitations. Merci bien. Donc,
Deuxième rubrique aussi se referme. Ok. Et nous allons tout droit dans la troisième, qui est l'intimité de l'invité. Et c'est après ce générique. L'intimité de l'invité consiste à parler de tout sauf de la politique. À voir les doigts de M. Afanou. Il est marié. Ouais, j'ai la grâce d'être marié à une charmante dame. Voilà, elle s'appelle Marthe. Marthe, père de combien d'enfants? Par la grâce de Dieu, j'aurai un enfant bientôt, il n'est pas encore arrivé. Ah, félicitations. Donc, il faut nous inviter pour la sortie du nouveau-né. C'est ça. Aimez-vous faire la cuisine? Si j'aime, je dirais non. J'aime manger, mais je n'aime pas faire la cuisine. Mais je suis obligé d'aider mon épouse de temps en temps. Mais... Et avoir votre emploi du temps, vous la consacrez un peu de temps, puisque toutefois vous êtes entre deux avions, vous voyagez. Il faudra peut-être lui poser cette question. Je pense que des fois elle se plaint, mais je crois que j'ai la chance qu'elle me comprend des fois. Elle sait que c'est le... J'ai de la passion pour le travail que je fais. On s'est mariés dans ces circonstances-là et je pense que c'est pas facile à gérer, mais je crois que Dieu nous fait la grâce de faire ce qu'on peut. Quel jeu vous aimez pratiquer? Alors, disons que je ne suis pas très sportif jusqu'à une certaine époque, mais ces temps-ci, je me suis mis à la natation parce que je pense que c'est très important de savoir nager dans la vie. Ça peut sauver des vies, la sienne d'abord et une autre ensuite. Et je me suis mis aussi au tennis en fait, qui est un jeu que je pratique depuis l'enfance. Donc voilà, les deux sports favoris. Ces temps-ci pour moi, c'est la natation et puis mais il faut le également tennis. voir votre boulot où vous voyagez tout le temps. Si vous arrive, on ne le souhaite pas non plus. Oui, mais c'est important, comme j'ai dit, effectivement, de savoir nager. Une fois, j'ai fait de Nouakchott jusqu'à Dakar par la route parce qu'il y avait des problèmes pour le vol. Et effectivement, il fallait prendre, je crois que c'est le lac Sénégal, avec une pirogue. Donc voilà, si vous voulez vous préparer pour ces circonstances-là, c'est important de savoir nager. Et aussi, ça peut sauver d'autres vies, comme je l'ai dit. Êtes-vous une fois arrivé sous l'effet de la colère de porter la main sur votre femme? Ah, je pense que c'est quelque chose que je ne souhaite pas, même en rêve, faire. Je ne l'ai pas fait jusque-là et je ne pense pas que ça m'arrivera. Je pense que c'est le respect qu'on a normalement pour son époux, son épouse, c'est un respect qu'on a pour soi-même. Donc porter la main sur la personne dont on prétend qu'elle est votre compagnon pour la vie, ce n'est pas une bonne chose de mon point de vue. Et ça, je suis absolu là. Cette émission tire ainsi à sa fin. Merci, monsieur André Kani Afanou, de l'avoir honoré de votre présence. Non, moi je vous dis merci. Je constate par rapport à toutes les émissions auxquelles j'ai souvent la chance d'assister, que effectivement la vôtre elle est originale. Elle rentre dans des domaines qu'on n'aborde pas ou qu'on ne s'apprête pas à aborder. Donc félicitations pour l'initiative. Je vous souhaite longue vie à vous-même, à votre émission, à votre radio et j'espère vraiment que vous serez parmi ceux qui réussiront à introduire des débats véritablement contradictoires au sein de la classe politique, entre les acteurs politiques et la société civile. J'espère aussi avoir répondu à vos attentes par rapport à l'invitation que vous m'avez adressée. Que Dieu bénisse le Togo. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparation et à la réalisation de cette émission. Le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Au revoir.